Mais encore une fois, c'est la réalité. Nous avons changé. Notre pays a changé. Notre empire est en train de s'effondrer et tous ceux qui y ont investi ne savent plus quoi faire. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir une invitée exceptionnelle, la lieutenant-colonel Karen Kwiatkowski. Elle a servi au Pentagone et occupé plusieurs postes au sein de la National Security Agency. Depuis qu'elle a quitté la fonction publique, Karen est devenue une voix importante sur les questions de guerre, de renseignement, de liberté civile et de responsabilité gouvernementale. Elle publie ses analyses sur les affaires étrangères et la politique américaine sur plusieurs plateformes, notamment sur son excellent Substack, que je lis régulièrement et que je recommande vivement. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Karen, ravie de te retrouver dans l'émission. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un vrai plaisir de te revoir. Ravi de te revoir aussi. C'est un plaisir d'être ici. Merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. J'aimerais commencer par l'un de vos récents articles sur Substack, intitulé « Alors que l'Empire s'effondre, son architecture sécuritaire se fissure ». Je l'ai trouvé absolument passionnant et j'espère vraiment que nos spectateurs iront le lire après avoir regardé cette vidéo. Mais permettez-moi d'en citer un passage pour que tout le monde comprenne bien de quoi nous parlons. Vous écrivez que l'architecture sécuritaire américaine actuelle a été conçue à l'origine pour s'opposer d'abord à l'URSS, bien sûr, puis à la Russie à travers l'OTAN, pour s'opposer à une grande partie du Moyen-Orient via l'expansionnisme sioniste et pour s'opposer à la Chine à l'échelle mondiale. En somme, écrivez-vous, l'économie mondiale tout entière est un champ de bataille et les combats sont censés se dérouler par conception sur le territoire des autres. Pour moi, ça veut dire que l'interventionnisme et le militarisme sont profondément ancrés dans la politique étrangère des États-Unis depuis un certain temps et qu'ils ont été présentés comme la promotion de la démocratie libérale à travers le monde. Les États-Unis possèdent plus de 700 bases militaires dans le monde. Et certains des pays hôtes, comme vous le soulignez dans votre publication sur Substack, commencent maintenant à se demander s'il est encore logique de servir les intérêts américains à l'avenir. Expliquez-nous comment les guerres en Ukraine et en Iran ont en réalité transformé l'architecture de la sécurité mondiale et modifié le rôle que les États-Unis ont traditionnellement joué. Oui, enfin, c'est une grande question, mais l'Ukraine, c'est un très bon exemple. Parce que vous savez, les États-Unis avaient été, enfin, si on remonte à la fin de l'Union soviétique, donc en 1991, au début des années 90, l'OTAN avait une occasion unique de se retirer, de se dissoudre ou de se transformer, de faire autre chose que ce qu'elle a fait. Et je pensais vraiment qu'elle le ferait. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à être, disons, un peu dissident dans l'armée. Pas publiquement, bien sûr. Je faisais mon travail, on ne parlait pas de politique à proprement parler. Mais quand l'OTAN n'a pas disparu, ne s'est pas désintégrée naturellement, pacifiquement à la fin de la guerre froide, ça m'a vraiment surpris. Aujourd'hui, ça paraît très naïf de ma part, évidemment, elle n'allait pas s'autodissoudre, mais honnêtement, je croyais qu'elle le ferait parce que la raison même de son existence, celle qu'elle avait déclarée, avait disparu. Alors, au lieu de se réduire ou de disparaître, l'organisation a en fait grandi, et elle a grandi activement. Elle a cherché de nouveaux membres, bien sûr, parmi les pays d'Europe de l'Est qui rejoignaient alors l'Europe. Elle a voulu les attirer, les former, influencer leur gouvernement, leur faire comprendre qu'ils devaient faire partie de l'OTAN, et en même temps, elle n'avait plus vraiment de mission. Ce n'était pas une mission de protection. Et donc, ce qu'on a vu, c'est ce que Bill Clinton a appelé la première guerre humanitaire, dans l'ex-Yougoslavie.
Quand la Yougoslavie a commencé à se désintégrer et à devenir indépendante, eh bien ça, on ne pouvait pas le permettre. Et je me souviens qu'au début des années 90, en 1993, je crois, c'est à ce moment-là qu'une partie de tout ça, la guerre de Bosnie, se déroulait. Je ne connaissais pas, et la plupart des Américains non plus, la culture, les conflits, la manière dont Tito devait gouverner, la façon dont il... Enfin, on ne savait rien de la Yougoslavie, parce que la Yougoslavie était communiste, mais elle ne faisait pas vraiment partie du bloc soviétique sur lequel on se concentrait à l'époque. Donc, il y avait beaucoup à apprendre et aussi beaucoup de confusion. Mais au fil des années, et même déjà à ce moment-là, on pouvait voir où les mensonges étaient racontés, on voyait bien où la propagande était diffusée, par les États-Unis et par l'Europe, pour justifier l'intervention de l'OTAN et les bombardements américains. Et c'était, enfin d'abord les guerres humanitaires, comment ils appellent ça déjà? C'est une illusion? Ça ne marche pas, d'accord? Et ça, c'était l'un des problèmes parce qu'il l'avait clairement présenté comme tel. Mais ensuite, quand on regarde l'impact que ça a eu, la mort, la destruction, une guerre inutile, beaucoup de mensonges, beaucoup de drames, nous, les Américains, et j'imagine une partie de l'OTAN, on s'est retrouvés très proches des Albanais et des trafiquants de drogue d'Albanie, qui avaient leur réseau à travers l'Eurasie jusqu'en Afghanistan. Et ces types-là étaient, disons, en quelque sorte au cœur d'Al-Qaïda, pas le noyau dur, mais ils en feraient clairement partie plus tard. Donc c'était des terroristes. Et nous, on se battait aux côtés de groupes islamiques, dans une certaine mesure, je ne sais pas à quel point ils étaient religieux, mais enfin des terroristes islamistes, des trafiquants de drogue, c'était nos héros. On tuait les Bosniaques chrétiens et les Serbes, non? On tuait les chrétiens, les Serbes orthodoxes, qui étaient présentés comme les méchants ennemis. Je me souviens, à l'époque, je faisais mon master le soir, à l'école du soir, et je devais rédiger un mémoire. Enfin, je crois que je n'étais pas obligée, mais j'ai écrit un mémoire sur une histoire de... Bref, c'était un massacre. Je ne me souviens plus du nom. Vous le connaissez peut-être parce que ça remonte à longtemps et je ne pensais pas en parler aujourd'hui. Mais c'était un massacre qu'on avait attribué au... C'est Srebrenica, je crois? Oui, Srebrenica, c'est ça. Voilà. C'était un énorme sujet dans les médias occidentaux. Et à l'époque, quand c'est sorti, je n'en savais absolument rien. Puis quand j'ai eu l'occasion d'écrire ce mémoire, j'ai fait des recherches et ce que j'ai découvert, c'est que bien sûr, Madeleine Albright, notre secrétaire d'État, est une sacrée menteuse. D'accord? Je l'ai compris assez vite. Mais ensuite, quand on regarde de plus près, on se demande comment ça a pu arriver, pourquoi on faisait ça. Honnêtement, encore aujourd'hui, je n'ai pas complètement trouvé la réponse. Mais enfin, en parlant de la Chine, vous vous souvenez, on avait attaqué les Chinois, on avait frappé l'ambassade chinoise, on avait dit « Oh, c'est un accident ». Ce n'était pas un accident. Bref, c'était d'une certaine manière à la fin des années 80, au début des années 90, le début de notre trajectoire américaine moderne, celle des guerres à l'étranger contre les ennemis dont vous parliez. Je pense que, dans l'ensemble, il s'agit des pays auxquels on s'oppose, qu'on veut affaiblir, qu'on préfère voir empêtrés dans des conflits dépendants de nous. C'est en quelque sorte notre ligne de conduite. Et ça dure depuis plus de 35 ans. Président après président, que vous élisiez un républicain ou un démocrate, au fond, ça ne change rien. Ils se sont tous comportés à peu près de la même façon. La trajectoire, elle, n'a pas bougé. Mais ce qui a changé, et c'est justement ce dont je parle dans cet article, et bien sûr je ne suis pas le seul à en parler, c'est la force économique américaine, la puissance monétaire et tout ce qui relève du soft power que l'Amérique avait autrefois. Et puis, notre puissance économique, notre puissance militaire aussi,
À la fin des années 80 et au début des années 90, tout ça restait relativement solide dans tous ces domaines. Et on pouvait encore imposer nos choix. On pourrait dire, bon, on va mettre en place cette grande stratégie nationale et mondiale, on va faire ci, on va leur rentrer dedans, on va les affronter là-bas, et on va installer nos 700 bases ou plus, un peu partout dans le monde. À l'époque, on aurait pu faire ça. Mais 35 ans plus tard, on s'est affaibli sur tous les fronts. Sur le plan monétaire, notre dollar, personne ne veut vraiment acheter nos obligations. Super. Sur le plan militaire, en exposant toutes nos faiblesses en Iran, ce qu'on a fait, il n'aurait été qu'une question de temps avant que tout le monde les voie. Mais la guerre d'Iran, la plus récente, celle qui a commencé fin février, a mis en lumière nos énormes problèmes avec la guerre expéditionnaire, que ce soit dans les airs ou sur mer. Et inutile de le dire, on n'a plus vraiment d'armée. Une armée qui est censée faire des choses qu'en réalité elle ne peut pas faire. Notre armée ne peut pas honorer les promesses que notre gouvernement fait à sa place. On a une petite armée, pas vraiment bien entraînée, et clairement, elle n'est pas prête à aller partout dans le monde pour intervenir. Il n'y a pas beaucoup de troupes engagées au Moyen-Orient, mais si on regarde la marine, les marines ou même l'armée de l'air, le monde entier se dit « Avant, vous étiez formidable, mais ce n'est plus le cas. » Donc sur le plan militaire, non, on ne l'est plus. Sur le plan économique, on a le même problème démographique que beaucoup de pays occidentaux et développés, une population vieillissante et de moins en moins de jeunes. C'est encore plus profond que ça aux États-Unis, bien sûr, parce qu'on traverse aussi une crise de l'éducation. Je ne l'avais pas mentionné, mais on n'éduque pas vraiment bien nos jeunes. S'ils savent des choses, c'est franchement grâce à Internet. Nos systèmes ne les forment pas très bien, c'est clair. Et puis évidemment, on a cette dette énorme, 39-40 000 milliards de dollars, qui continue de grimper de façon exponentielle. D'ailleurs, je crois qu'il disait ce matin dans un titre que Trump avait augmenté la dette pendant les dernières années de sa présidence si on additionne ce qu'il a fait pendant son premier mandat plus que n'importe qui d'autre. Il est numéro 1. Numéro 1. Et ça, ce n'est pas vraiment quelque chose dont on peut se vanter. Et puis bien sûr, Trump a beaucoup à voir là-dedans, mais Biden aussi, parce que Biden était, disons-le, mentalement incompétent, à peu près. Je veux dire, c'est évident qu'il avait un problème lié à l'âge, aussi bien dans son corps que dans son esprit. Mais ce qu'on a fait, ce que Washington a fait de plus en plus, c'est gaspiller notre capital de sympathie, notre influence douce, notre capacité à convaincre les autres qu'on peut être utile, qu'on peut aider et qu'ils devraient nous laisser être leur leader. Vous savez, Trump est connu évidemment pour maltraiter ses alliés et humilier ses amis. Je ne sais pas s'il pense vraiment que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais vous savez, c'est encore un gaspillage de plus de ce qui a fait la grandeur de l'Amérique autrefois. 35 ans ont passé, nous nous sommes affaiblis. Mais devinez quoi? Toutes nos cibles, la Russie, la Chine, le Sud global, d'une certaine manière à travers la Russie et la Chine, je pense qu'on garde encore cette vieille mentalité de guerre froide, et puis il y a le Moyen-Orient, avec des pays producteurs de pétrole extrêmement riches, et enfin, il y a Israël sioniste, qui est vraiment à part, très influent bien sûr aux États-Unis, dans le gouvernement américain, comme on l'a vu avec la course dans le 4e district du Kentucky, avec Thomas Massie. Je veux dire, vous savez, il n'y a pas de prix trop élevé pour s'assurer que chaque membre du Congrès vote pour Israël, vote avec Israël et se plie aux exigences d'Israël envers notre gouvernement. Et ça, c'est devenu parfaitement clair pour tout le monde. Mais donc, avec ces cibles, les pays du Moyen-Orient, qui peuvent ou non représenter une menace pour Israël, la Russie et la Chine.
Et quand je dis la Russie et la Chine, je parle bien de la Russie, de la Chine et de leurs alliés respectifs. Pendant ces 35 années où nous nous sommes affaiblis, eux se sont renforcés. Ils sont devenus meilleurs, plus rapides, plus connectés. Vous voyez, en tant que pays plus connectés grâce à la technologie, mais aussi plus connectés entre eux. Et ils ont travaillé ensemble dans l'environnement même que les États-Unis ont créé avec leur architecture de sécurité, qui en réalité n'était pas faite pour la sécurité, mais pour la domination. Et ils observent tout ça, ils en subissent les conséquences. Et bien sûr, Trump, encore une fois, agit avec beaucoup de force, avec ses tarifs douaniers, ses sanctions et ses ordres sur qui peut commercer avec qui. Mais en fait, plus personne ne le croit. Je veux dire, regardez, les Chinois, tout récemment, on pourrait se dire qu'ils auraient pu le faire plus tôt, mais ce printemps, face aux derniers tarifs imposés par Trump sur un produit, le gouvernement chinois a dit à ses entreprises « Non seulement cette mesure ne vous concerne pas, mais on s'attend à ce que vous l'ignoriez. Et si vous y obéissez, vous serez sanctionné par le gouvernement chinois pour l'avoir fait. » C'est quand même assez impressionnant. Ils n'ont pas peur. Aucun de nos soi-disant ennemis mondiaux, ceux avec qui on travaillait dans le cadre de cette architecture de sécurité internationale qu'on pensait diriger, aucun d'eux n'a reculé. Au contraire, tous se sont renforcés et sont devenus plus intelligents. Leurs armées sont bien meilleures. Enfin, je dis tous, mais la Russie et la Chine, par exemple, ont des capacités militaires qui leur coûtent beaucoup moins cher que les nôtres. Et dans plusieurs domaines, elles nous ont dépassés. Évidemment, on pense aux missiles hypersoniques, mais ce n'est pas que ça. Il y a toutes sortes d'autres choses, même les drones. Et puis, regardez la guerre en Iran, qui est censée être en cessez-le-feu, mais en réalité, pas vraiment. Et voilà, on a encore une petite surprise. Le monde entier a pu voir les États-Unis copier les drones Shahed venus d'Iran, les reproduire. Il y a 35 ans, notre plus grande blague, enfin, ce n'en était pas vraiment une, c'était de dire qu'on avait la meilleure armée du monde et que si quelqu'un d'autre possédait quelque chose de comparable, c'est qu'il avait volé notre technologie, copié nos plans, nos trucs, tout ça. Eh bien, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Le monde a changé et Washington n'en a aucune idée. Ils commencent à peine à s'en rendre compte et je crois qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Voilà où on en est et c'est en train de craquer. L'architecture de sécurité qu'ils pensaient efficace, cette idée d'expédition permanente, de tout déployer partout, de tout contrôler, pas de guerre sur le sol national, donc pas besoin de se défendre chez nous, eh bien en réalité ne défend pas directement les États-Unis. Trump, lui, a cette idée, cette espèce de dôme doré dont il parle. C'est un peu comme le programme Star Wars de Reagan, mais pas vraiment. C'est plutôt dans l'esprit du dôme de fer. Enfin, disons-le, il n'est pas ingénieur, on ne sait pas trop ce qu'il fait exactement, probablement qu'il enrichit surtout ses investisseurs. Mais bon, si son idée c'est de protéger l'Amérique, d'accord, mais déjà on a 4 fuseaux horaires, voire plus, si on compte Hawaï et d'autres territoires. On ne peut pas mettre un dôme au-dessus de ça. En plus, aucune des technologies de défense par dôme, comme le dôme de fer ou ce qu'ils envisagent pour le soi-disant dôme d'or américain, ne fonctionne pour ça. On n'a même pas la technologie pour arrêter, par exemple, les missiles Iskander ou les nouveaux types qu'ils ont développés. Et il y en a de plus récents encore. Pas seulement celui que je viens de citer, il y a des missiles planants, des engins qui ne produisent pas de signature thermique, toutes sortes de choses. Et la technologie pour les détecter n'existe même pas, du moins pas d'une manière qu'on pourrait reproduire aujourd'hui. Donc comme on n'a jamais vraiment défendu notre pays et que maintenant tout à coup on réagit dans la précipitation. Ah eh bien, Trump a dit qu'on devrait peut-être commencer à défendre notre pays maintenant.
Eh bien, c'est pas si simple. Ce qu'il faut faire, c'est repenser toute la stratégie de défense. J'en ai déjà un peu parlé, même si, bon, on ne m'écoute pas vraiment. Ce que j'espère, c'est que la guerre en Iran se termine, qu'on retire nos bases là-bas, et aussi que la guerre en Ukraine prenne fin. Et puis, vous savez, Trump dit qu'il n'est pas impressionné par l'OTAN, ou peu importe. Mais si on rentre chez nous, si on se retire, peut-être qu'au lieu d'avoir 700 bases, on pourrait descendre à 200. Ce serait déjà énorme si on pouvait simplement ramener les troupes à la maison. Et regardez l'argent qu'on a. Ce ne sont pas des milliers de milliards de dollars. Tout est emprunté, non? On n'a pas cet argent-là pour le mettre dans l'armée. Et Trump ou pas Trump, ce n'est tout simplement pas possible. Ce qu'on doit faire, c'est repenser tout ça. À quoi ressemble la défense des États-Unis et même du continent nord-américain si on veut l'inclure là-dedans? Eh bien, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais personne ne s'y met. Ils disent juste « Oh, on va mettre un dôme doré au-dessus et tout ira bien ». Non, ça ne marchera pas. On n'en a pas les moyens. C'est inefficace. C'est stupide. Pourquoi ne pas repenser toute votre architecture de sécurité et la recentrer chez vous? Mais on ne l'a jamais fait. Et en fait, de mon vivant, on ne l'a jamais fait. Il n'y a même pas au Pentagone de gens qui réfléchissent comme ça. On a des gens, des types comme McGregor, le colonel McGregor. Vous voyez qui c'est, le colonel McGregor, non? Quand il était dans l'armée, il est monté jusqu'au grade de colonel, ce qui est déjà très bien. Mais quand il était encore major, il a écrit un livre vraiment novateur qui s'appelait « Breaking the Phalanx ». C'était le titre de son ouvrage et ça parlait des stratégies de combat de l'armée sur le terrain. Vous savez, ils avaient une formation, une manière bien précise de faire les choses et lui disaient « Eh bien, je pense qu'on peut faire autrement. Je crois que ça ne fonctionne plus vraiment dans le monde moderne. » Et ça, c'était dans les années 90, je crois. Il a donc écrit ce livre remarquable qui est même entré sur la liste des meilleures ventes. Les gens le lisaient et c'est ce genre d'état d'esprit que je trouve intéressant. Je ne dis pas que ce qu'il proposait était forcément la voie à suivre, mais il remettait en question la façon dont l'armée concevait ses opérations. C'était innovant et c'était très difficile. Ça a vraiment bouleversé les habitudes. Son livre a donc eu du succès, il a eu un peu de visibilité dans les médias, même s'il était encore en service actif, et que tout ça était très encadré. Il a d'ailleurs écrit d'autres livres ensuite sur le même concept, et il a fini par atteindre le grade de colonel. Voyez, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui innove, quelqu'un qui remet en question les modèles sur lesquels on fonctionne aux États-Unis depuis 35 ou 40 ans. Ce genre de personne n'accède jamais à une position de pouvoir institutionnelle au Pentagone, là où elle pourrait vraiment changer les choses. Donc, le système lui-même est défaillant. Si vous vouliez réformer l'armée américaine, il faudrait se débarrasser de tous les généraux. Absolument tous. Même les bons. Vous jetteriez le bébé avec l'eau du bain. Très bien. Et il faudrait tout recommencer à zéro. Mais ils ne sont pas prêts à le faire. Personne. L'institution ne le fera pas. Elle préférera mourir plutôt que de faire ça. Et si on a vraiment des ennemis dans le monde, comme on l'a toujours cru, la Russie, la Chine, des pays du Moyen-Orient qui nous détestent pour tout ce qu'on leur a fait, si ces ennemis étaient de vrais ennemis, et en réalité ils ne le sont pas vraiment, mais admettons qu'ils le soient, eh bien c'est maintenant qu'ils devraient frapper dans les 10 prochaines années. Parce que notre armée, tout est en train de s'effondrer aux États-Unis. Et je suis américain. J'aime pas penser que tout est en train de s'écrouler. Mais nos institutions ont échoué. Et maintenant, elles ne tiennent plus que par miracle. Bref, le but de cet article, c'était vraiment de se demander que font les autres? Que font la Russie, la Chine ou encore l'Iran, par exemple? Eux, ils réfléchissent à la sécurité de leur voisinage, ils pensent à leur sécurité nationale
Ils se demandent comment pour être en sécurité. Et ils se disent, pourquoi ne pas tenir les gouvernements étrangers, comme les États-Unis, mais aussi la Chine, la Russie ou tout autre grand pays étranger, à distance de nos affaires, tout en restant cordiaux. Il y a plein de façons de faire ça. Donc ils y réfléchissent sérieusement. Et ensuite ils se disent, je dois travailler avec mes voisins les plus proches, certains que j'apprécie et d'autres beaucoup moins. Comment je fais ça? Moi, j'aimerais commercer avec tout le monde. J'aimerais commercer avec beaucoup de pays. Comme ça, j'ai une marge de manœuvre quand quelqu'un se fâche contre moi. J'ai toujours un moyen d'échanger. Alors, comment je fais? Eh bien, la Chine, la Russie, le Moyen-Orient, les oléoducs, les réseaux ferroviaires, les transferts, ils ont des noms pour tout ça, qui m'échappent sur le moment. Mais l'idée, c'est de construire des infrastructures qui te permettent de travailler avec tes voisins, de gérer les désaccords quand ils arrivent et de créer des institutions qui t'aident à le faire. En général, on appelle ça le droit. Tu vois, la loi et tout ce qui va avec. Je veux dire l'état de droit. Les États-Unis disaient autrefois que c'était ce qu'ils faisaient. Mais clairement, on ne l'a jamais vraiment fait. On ne l'a pas respecté. La loi, c'était ce qu'on disait sur le moment. Et c'est sans doute pour ça qu'on a perdu autant de crédibilité. Mais l'état de droit, les accords, les contrats, toutes ces choses qui lient les gens et les pays entre eux, qui leur permettent d'être à la fois prospères et en paix, tout ça les aide aussi à résoudre leurs problèmes. Le reste du monde fait ça. D'accord? Et certains diront oui, la Chine les aide. Oui, la Chine s'aide elle-même et elle les aide aussi. La Russie les aide aussi. Oui, la Russie s'aide elle-même et elle aide tous ceux avec qui elle travaille. C'est fou, parce que j'ai grandi mes 10 premières années dans l'armée, c'était la guerre froide. Vous voyez? Et on se battait contre les communistes et les communistes, eux, n'aimaient pas le libre marché. Et nous, le monde occidental, surtout les Américains, on se disait tous attachés au libre marché et à la liberté. Mais en fait, ce n'était pas vrai. Notre marché libre n'est pas libre. Il est contrôlé, presque comme un marché crypto. Pas crypto comme les crypto-monnaies, mais un marché factice, une sorte de système opaque qui ne fonctionne que grâce à l'intervention des politiciens et de leurs amis riches, vous voyez? Cette élite fermée. Donc non, ce n'est pas un marché libre. Et puis cette idée de liberté, tout le monde sait bien qu'on en parle beaucoup, mais qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est la soumission. Ce qu'on veut vraiment, c'est l'obéissance. Toutes ces révolutions de couleur, beaucoup d'entre elles, sont parties directement de Washington. Et même pour l'Iran, Trump a dit oui, on avait envoyé des armes aux Kurdes et on devait arranger les choses pour que le peuple se soulève. De quoi tu parles? Tu t'ingères dans la politique intérieure d'un autre pays pour servir tes propres intérêts, en fait pour provoquer la guerre, pour créer du conflit. Voilà donc le genre de liberté qu'on aime exporter. Bref, les autres pays qu'on accusait d'être des communistes endurcis, que ce soit le communisme soviétique, le communisme chinois ou autre, eux, ils comprennent vraiment le marché. C'est simple. J'ai un produit, j'aimerais le vendre. Qui en veut? Un client en veut? Très bien. Alors comment je crée des clients? Comment je reste en bon terme avec eux? Comment je leur offre la meilleure affaire possible? C'est ça, à la base, qu'on pense être le libre marché. On ne fait pas ça dans ce pays. ExxonMobil, c'est une entreprise qui veut du pétrole. Alors, ils ont parlé à leur ami M. Trump, et M. Trump est descendu, a pris le contrôle du Venezuela et a volé le pétrole. Il n'y a pas grand-chose qui sort du pétrole, enfin, du Venezuela. Vous savez, c'est très épais, ça demande beaucoup de travail, et leurs infrastructures n'étaient pas bonnes. Mais Trump a dit, je crois que c'était la semaine dernière, il a dit « Nous avons sorti du Venezuela assez de pétrole pour payer l'opération militaire 25 fois. » Ah bon? Quoi? Et plus tôt, il y a environ un mois, il a dit « Nous sommes des pirates. Nous agissons comme des pirates. » C'est drôle, non? Et c'est comme, oui, très drôle, Monsieur Trump.
Mais encore une fois, voilà où on en est. Nous avons changé, notre pays a changé, notre empire est en train de s'effondrer et tous ceux qui ont misé sur cet empire ne savent plus quoi faire. Donc oui, on a un gros problème, c'est aussi une énorme opportunité pour le reste du monde de nous mettre à terre et j'espère qu'ils ne le feront pas. J'espère qu'ils diront « On vous pardonne pour tout ce que vous avez fait et on veut travailler avec vous, vous aider à redevenir un pays tranquille, sûr, qui n'intervient pas partout. » Mais je ne peux pas m'attendre à ça. On ne peut pas s'attendre à ça. Enfin bref, je ne voulais pas parler aussi longtemps, mais c'est une vision d'ensemble. Les choses changent, et pas dans le bon sens pour les États-Unis, mais dans le bon sens pour la plupart des peuples des pays qu'on a désignés comme nos ennemis. Absolument. Et tu as abordé tellement de sujets importants que franchement, chacun d'eux pourrait faire l'objet d'une vidéo entière, d'un épisode à part entière, et ils sont vraiment essentiels. J'apprécie beaucoup que tu aies parlé de la Yougoslavie. En fait, je viens tout juste de commencer un livre de Michael Parenti qui s'intitule « To Kill a Nation ». C'est un livre vraiment remarquable. Je ne l'ai pas encore terminé, mais j'aime beaucoup la façon dont il analyse les conditions économiques et tout le contexte qui ont conduit au bombardement illégal de la Yougoslavie par les forces de l'OTAN. Et comment cet événement est devenu malheureusement un précédent qui a ensuite mené à bien d'autres situations, coûtant la vie à des milliers de personnes et détruisant des pays entiers. Thousands of lives and destroyed countries, and Libya is of course Afghanistan and Iraq. Et vous savez, la Libye, c'est bien sûr comme l'Afghanistan et l'Irak, tellement d'exemples, des exemples tragiques. Et c'est intéressant parce que cette idée que les États-Unis seraient, vous voyez, le moteur de la démocratie, qui vont apporter la démocratie à ces pays, ça a été une perception centrale, un élément clé de la propagande et du récit de guerre pendant des décennies. Et aujourd'hui, je pense que tout ça a été mis à nu, surtout pendant la guerre en Iran, parce qu'il y a énormément de gens ici, aux États-Unis, qui regardent les films Lego. Vous savez, les films Lego produits par l'Iran. Oui. The Lego movies produced by Iran. Yeah, and they're probably thinking, well, they're actually not our enemy. Et là, ils se disent sans doute, en fait, ces gens-là ne sont pas nos ennemis. Pourquoi est-ce qu'on les bombarde? Mais on peut raisonnablement dire que le Congrès a en pratique abandonné sa responsabilité en matière de guerre au pouvoir exécutif. Et ça a sans doute commencé avant Trump. Mais au moins sous son administration, c'est devenu la norme de s'appuyer en permanence sur le conflit comme logique de gouvernance. Vous voyez? Alors, comment l'armée américaine est-elle passée d'une force purement défensive à un instrument, un outil, servant de fait à maintenir la domination politique et économique mondiale? Oui. Enfin, vous savez, si on regarde l'histoire, pensez à la guerre de sécession. On a eu cette guerre-là, puis une guerre contre le Mexique. On a mené pas mal de guerres dans ce pays, dans notre histoire, et beaucoup d'entre elles se sont déroulées sur la frontière. C'est comme ça qu'on a agrandi le pays, et une grande partie de cette expansion s'est faite à travers les guerres. On avait la cavalerie, l'armée, tout ça qui partait combattre. On pourrait dire d'une certaine façon qu'on fait la même chose aujourd'hui. Mais non, ce n'est pas le cas. Parce qu'entre les guerres, l'armée, sa structure, son coût, sa taille, tout ça diminuait, ça variait. Donc quand il y avait une guerre, on mobilisait une armée. Et ce système-là a duré jusqu'en 1947, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et si vous vous souvenez, pendant la Première Guerre mondiale, on est entré dans la guerre très tard. Donc beaucoup de nos soldats n'y sont même pas allés. On n'a pas eu beaucoup de généraux issus de cette guerre parce qu'on n'y a participé que pendant une courte période. Et puis,
20 ans plus tard, on a eu, disons, 20 ans de paix, enfin, avec un peu de dépression économique. Nos généraux, nos colonels, nos majors, nos capitaines, ces gars-là restaient au même grade pendant des années. Ils s'encroutaient un peu. Ils faisaient des choses à l'intérieur du pays, mais c'était pas vraiment de la défense, c'était plutôt pas grand-chose en fait, parce qu'il n'y avait rien à faire pour eux. Et quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, au début on ne s'en est pas mêlé. Et puis Roosevelt a orchestré Pearl Harbor. C'est mon opinion. Je pense qu'il y a des preuves qui vont dans ce sens. Après Pearl Harbor, bien sûr, on est entré dans la guerre du Pacifique, puis plus tard, dans la guerre en Europe, on est entré en guerre. La guerre nous a été déclarée et on leur a déclaré la guerre en retour. À ce moment-là, il y avait tous ces colonels, ces commandants, ces lieutenants-colonels, tous ces types un peu vieillissants, des officiers qui étaient là depuis longtemps, mais c'est qui ne faisaient plus grand-chose. Et tout à coup, il a fallu reconstruire toute la machine de guerre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Beaucoup de ces hommes ont été mis à la retraite ou écartés très vite parce qu'ils n'arrivaient pas à s'adapter. C'était un peu comme si, tu vois, ils dormaient à leur bureau depuis 20 ans. Ils n'arrivaient plus à suivre, alors ils n'étaient plus là. Du coup, on a fait monter des gens plus jeunes, on les a promus. Et parmi les anciens, il y avait un certain Dwight D. Eisenhower. Il était dans l'armée, mais il n'avait pas grand-chose à faire. On ne le voyait pas vraiment comme quelqu'un de très prometteur. C'était juste, tu sais, un type parmi d'autres. Mais dans cette période de montée en puissance, de compétition, de remue-ménage, eh bien, il s'est retrouvé à gravir les échelons jusqu'à devenir un grand leader. Et tout ça, c'est très bien. C'est normal. Mais c'est comme ça qu'on faisait jusqu'en 1947, quand on a mis en place un état de sécurité unitaire avec la loi sur la sécurité nationale de 1947. Et puis l'année suivante, tu vois, on a construit le Pentagone et on s'est installé dans une posture de guerre permanente. Parce qu'à ce moment-là, tous les autres pays du monde, le Japon, la plupart de l'Europe, étaient dévastés. Les économies de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde n'allaient pas très bien non plus. C'était avant Internet, avant la technologie moderne. Et nous, on était les grands. On avait l'argent, on avait des banques qui fonctionnaient, on pouvait prêter, on a prêté. Et l'armée, à ce moment-là, a protégé notre empire financier. On était déjà au sommet. Alors on s'est dit, eh bien, on ne va pas revenir à l'ancien système, tu vois. On ne va pas décentraliser notre armée ou quoi que ce soit. On va la garder. Oui, c'est ce qu'on a fait. Et on a mis en place une structure pour ça qui, franchement, n'est pas vraiment constitutionnelle. Vous savez, les pères fondateurs disaient qu'on n'avait pas besoin d'une armée permanente, qu'on ne devait pas en avoir. Mais on en a une depuis 1947, et c'est aussi une armée de la CIA. En fait, la CIA, c'est un peu le lien entre la politique, le département d'État et l'armée. À l'époque déjà, même avec l'OSS, la CIA avait sa propre force militaire. Les opérations qu'elle mène séparément du Pentagone sont souvent inconnues du Pentagone lui-même. Donc ça dure depuis quoi? 80 ans? Oui, 80 ans qu'on vit avec ça. Et pendant tout ce temps, on a eu une armée permanente avec un champ de bataille qui couvre la planète entière. On veut tout contrôler. Et on le fait à travers des alliances, des groupes, de la pression, du commerce, de l'endettement. On ne le fait pas en étendant la démocratie, même si c'était ça le discours de vente. Il fallait bien que ce soit ça, non? Parce que vous savez, Hitler, bon sang, il a été élu démocratiquement jusqu'à un certain point, puis il a pris le pouvoir. On pourrait dire la même chose de Trump. Honnêtement, je ne les compare pas. Mais il a été élu sur une plateforme très populiste. Et quand il est revenu au pouvoir la deuxième fois, il a pratiquement tout abandonné au bout de 3 mois, en lançant des guerres, en défendant le marécage et en faisant tout ce qu'il avait promis de ne pas faire. Enfin bref, je m'égare.
Mais oui, le message ou le drapeau qu'on brandit, c'est cette idée de démocratie. Mais bien sûr, c'était jamais vraiment vrai. Quand j'étais plus jeune, j'ai grandi dans une famille républicaine, très pro-Reagan, tu vois. Et ce qu'on faisait dans les années 60, 70 et 80 en Amérique centrale, au nom de la liberté et de la démocratie, c'était de mettre en place des dictateurs comme Pinochet. Et si quelqu'un voulait être élu par le vote populaire, on allait l'éliminer, comme on l'a fait avec les sandinistes et tous les autres. Donc, en réalité, on ne faisait pas ce qu'on prétendait faire. Mais à cet âge-là, je ne remettais pas ça en question. Dans la trentaine, je me disais juste, c'est quand même bizarre, je comprends pas. Et maintenant, je me rends compte que c'était justement ça, le but. C'était tout le sens de cette politique. Et là, en ce moment, en partie parce qu'on est tellement concentré sur la guerre en Iran, enfin, je veux dire en Irak, Trump, dans un de ses nombreux messages sur Truth Social, et aussi par l'intermédiaire de ses diplomates, a dit non, le Parlement chiite ne peut pas nommer Maliki al-Maliki comme Premier ministre. Et bien sûr, Maliki avait déjà exercé cette fonction, je crois 2 fois, je ne suis pas sûre, mais ils envisageaient de le remettre en place. Et les États-Unis ont dit non, ça ce n'est pas acceptable pour nous. Et moi, au début, je me disais, parce que je ne m'étais pas vraiment penchée sur la question, j'étais plutôt concentrée sur l'Ukraine et tout ça, jusqu'à ce que cette histoire éclate en Iran, donc je ne suivais pas vraiment la situation politique en Irak. Bref, on ne voulait pas de Maliki. Trump leur a dit « Vous ne pouvez pas le choisir ». Et eux ont répondu « Eh bien, si, c'est lui qu'on veut ». Mais finalement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont obéi. Mais je m'en souvenais, et tout le monde le sait, j'en suis presque sûre. Et si ce n'est pas le cas, ils devraient le savoir. Le tout premier décret que George W. Bush a signé après qu'on a renversé Saddam Hussein, c'était en 2003. Non, pardon, oui, 2003. On y est retourné une deuxième fois. Après s'être déplacé d'Afghanistan, on l'a repoussé, vous voyez, on a pris le contrôle du pays. Le tout premier décret disait que tous les revenus pétroliers tirés du territoire irakien seraient déposés sur un certain compte bancaire et gérés par la Réserve fédérale. Et ce compte, bien sûr, c'est celui de la Réserve fédérale de New York. Donc, peu importe comment ce commerce du pétrole est payé, cet argent contourne le gouvernement irakien, il contourne le peuple irakien. Je suppose qu'il contourne aussi les entreprises irakiennes. Il va dire à ce qu'on... Alors, c'était en 2003, en mai 2003, pour être précis, quand cet ordre a été pris, et il est toujours en vigueur. Combien de présidents se sont succédés depuis ? Aucun n'a pensé que ce serait peut-être une bonne idée de se dire « Bon, on ne se bat plus contre l'Irak, pourquoi ne pas simplement, enfin, on s'est débarrassé de Saddam Hussein. Ils ont maintenant des élections, un parlement qui semble fonctionner. Alors pourquoi est-ce qu'on s'accapare encore leurs revenus pétroliers? Pourquoi on s'en sert pour les contrôler? Parce qu'on déteste la démocratie. Et si elle ne va pas dans notre sens, on trouvera toujours un moyen, d'une façon ou d'une autre, de la faire changer. Et on l'a clairement vu en 2014 avec Victoria Nuland et les activités de notre département d'État menées très ouvertement, pas seulement par l'USAID, qui est un peu, vous voyez, mais aussi par le National Endowment for Democracy et l'Institut républicain. Tu sais, ces gens-là, ils ne sont pas pour la démocratie, ils sont pour le contrôle. On n'aime pas la démocratie, on aime que les gens fassent ce qu'on leur dit de faire. Alors on a vu plusieurs guerres, des coups d'État, tout ça. Parce que c'est vraiment ça, la réalité. Pour les Américains, comprendre ça, c'est un choc. Moi aussi, ça m'a choquée. Je me suis dit, attends une minute, j'ai grandi en pensant qu'on défendait la liberté dans le monde, qu'on brandissait le drapeau et que tout le monde était content de le voir, parce que ça voulait dire que la liberté arrivait. Eh bien non, pas du tout. C'est sans doute pour ça qu'on est vu comme l'ennemi. Mais le reste du monde, lui, l'a compris depuis longtemps.
bien avant la plupart des Américains. Sauf que maintenant, on commence à s'en rendre compte. Les Américains réalisent que ce que dit notre gouvernement, ce n'est pas ce qu'il fait. Et on peut vraiment défendre l'idée que Trump, et je ne cherche pas du tout à justifier ses actions, loin de là, mais Trump n'a pas fondamentalement changé la politique étrangère des États-Unis. Ce n'est pas devenu du jour au lendemain une politique uniquement centrée sur les guerres par procuration ou la diplomatie à la menace. En réalité, il a plutôt hérité d'un système impérial qui existait déjà avant lui et qui, là, c'est vrai, encore renforcé. Et il y a une phrase que vous avez écrite qui m'a vraiment marquée. Je crois que c'était dans votre publication de la semaine dernière. Vous avez écrit « On ne peut pas voter la fin d'un empire ». Et je trouve que c'est une vérité absolument fondamentale. Alors, est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il y a, en fin de compte, plus de continuité que de différence entre les administrations, qu'elles soient démocrates ou républicaines? Oui, absolument. C'est-à-dire que quand ils organisent leurs élections, ils veulent montrer à quel point ça va être différent. Mais quand on regarde vraiment ce qui se passe, c'est la même chose. Et ça dure depuis encore plus longtemps. En fait, ça dure depuis toute ma vie d'adulte, depuis Ronald Reagan. C'est le même genre de choses, vous voyez. Et une grande partie de ça, c'était avant l'ère d'Internet, avant Internet, les téléphones portables et tout ça. À l'époque, nous, les Américains, on pouvait facilement se faire raconter une version des faits. Et on ne pouvait pas vérifier. On se disait, bon, on apporte la démocratie à tel pays, ou on se bat pour les gentils dans tel autre. Et on y croyait parce qu'on n'avait aucun moyen de vérifier. On ne pouvait pas le contrôler. Et puis, la politique étrangère, c'est vraiment le dernier sujet qui intéresse les Américains. Franchement, non, ça ne les passionne pas. On n'est pas vraiment un peuple tourné vers le monde, en fait. On vit bien, on a une bonne qualité de vie, mais on ne se soucie pas beaucoup des autres pays. Vous savez, la plupart des Américains n'apprennent pas d'autres langues. On apprend l'anglais et on se dit que ça suffit. Voilà. C'est juste comme ça qu'on est. Du coup, on est facile à manipuler parce qu'on ne s'intéresse pas trop à remettre en question notre gouvernement. Ou du moins, on ne l'était pas. Et avant Internet, avant les téléphones portables et tout ça, on n'avait pas vraiment les moyens de le faire. Mais tout ça, ça a changé. Parce que maintenant, notre pays, comme tous les empires qui déclinent, et le nôtre est clairement sur une pente descendante depuis un moment, eh bien, l'économie commence à souffrir, n'est-ce pas? Les niveaux d'endettement, la dette personnelle, celle des entreprises, des États, du capital, tout ça, tu vois, ça ne fait qu'augmenter. Et forcément, ça limite les choix qu'on peut faire. On a un vrai problème d'infrastructure dans ce pays. Tout le monde se plaint des nids de poules, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi les ponts, les grandes autoroutes, les voies ferrées, on a toutes sortes d'accidents. Pourquoi? Pourquoi on en est là? Et puis rien n'est propre. Tu vois, quand on se déplace, ce n'est plus comme avant. Je connais des gens qui viennent visiter aujourd'hui, et quand ils repartent des États-Unis, ils disent que ça ressemble un peu à un pays du tiers-monde. Et franchement, j'ai ressenti la même chose quand j'y suis passée. Je ne voyage presque jamais, mais en mars, j'ai fait un déplacement. Je suis allée jusqu'en Alberta et en passant par là, j'ai fait une escale à l'aéroport O'Hare de Chicago. C'est quand même un aéroport immense. J'étais allée à O'Hare il y a de nombreuses années, 2 ou 3 fois peut-être. À l'époque, je m'étais dit, tiens, c'est un bel aéroport, c'est vraiment ce que je pensais. Et puis, j'y suis repassée il y a quelques mois avec mon fils. Il est plus jeune que moi, évidemment. Et là, j'ai été choquée. C'était sale, vraiment crasseux, et presque tout semblait en travaux ou en train d'être démonté, je ne sais même pas trop. Rien n'allait, tout faisait bas de gamme, désordonné. Et juste avant, je venais de passer par l'aéroport de Calgary, qui est bien plus petit,
Mais alors, c'était tout autre chose. C'était propre, agréable, comme les aéroports dont je me souviens d'il y a 25 ans. Bref, je ne sais pas comment les touristes étrangers réagissent en arrivant ici, mais une chose est sûre, on est clairement en train de régresser. Les Américains le ressentent, ça. Et puis, avec la guerre en Iran, l'impact sur le prix de l'essence, sur les prix de la nourriture et cette inflation à long terme sur laquelle notre gouvernement ment, eh bien, les Américains, depuis 10 ans, sont devenus vraiment frustrés, en colère, et ils cherchent des responsables. Comme partout ailleurs, quand les choses vont mal, on ne va jamais se blâmer soi-même. On veut dire, c'est le gouvernement, ou c'est l'ennemi, ou c'est autre chose. Ce n'est pas notre faute. Voilà où on en est, en tant que peuple. Et ça nous a poussés, parce qu'on a accès à l'information, à creuser ces sujets. C'est pour ça qu'il y a cette énorme explosion, surtout chez les moins de 60 ans, qui se disent « Mon Dieu, mais j'ai cru ça pendant 25, 30, voire 50 ans ». C'est pas vrai, voilà ce qu'on fait vraiment. Et Trump, lui, en a profité pour se faire élire parce qu'il a su parler à ces Américains mécontents. Et moi aussi, je l'ai soutenu. Enfin, je veux dire, je lui ai pas donné d'argent. Mais l'idée que l'Amérique devait passer en premier, qu'on devait s'occuper de notre pays, ça, j'étais d'accord. Il parlait d'infrastructures et je trouve que c'était juste. Il parlait de plein de bonnes choses et les Américains ont adoré ça. Ils ont vraiment adoré. Et puis, bien sûr, une fois élu, il a tout gâché. Alors forcément, les gens se posent des questions, mais c'est comme ça qu'il est monté au pouvoir, en grande partie. Et oui, au fond, il fait comme les autres. Obama, par exemple. Trump déteste Obama. C'est fou à quel point. Eh bien, peut-être qu'il ne le déteste pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un jeu. Mais vous savez, c'est toujours Obama par-ci, Obama par-là. Il a fait des choses terribles. Écoutez, Obama, c'était George W. Bush Jr. George W. Bush Jr., c'était du Clinton allégé. Clinton, c'était George Herbert Walker Bush Jr. Et Reagan, lui, il était juste là pendant que les néoconservateurs dirigeaient son administration pendant 8 ans. Donc, ce qu'on a eu, c'est une trajectoire néoconservatrice, aussi bien en politique intérieure qu'en politique étrangère. Et ça a été très mauvais je pense que ça a été mauvais pour les Américains, et c'est sûr que ça a été mauvais pour le reste du monde. Et maintenant, on en est au point où, vous savez, autrefois, si vous utilisiez le mot néocon, on vous traitait d'antisémite. Parce qu'il y avait beaucoup de gens juifs pro-sionistes dans le mouvement néoconservateur. Ils étaient très sensibles à ça, parce qu'en réalité, le néoconservatisme n'était pas vraiment à propos de ça. Même s'il y avait, tu vois, ce chevauchement. Et maintenant, on n'utilise plus tellement le mot néocon. Aujourd'hui, on dit carrément sioniste, parce que les sionistes sont devenus très influents dans l'orientation de notre politique étrangère. Et, tu vois, prends Victoria Nuland, depuis combien de temps elle est au département d'État? Eh bien, tu le sais depuis toute sa vie d'adulte à peu près. Peut-être avec un passage dans un think tank néoconservateur, mais elle y revient toujours. En 2014, par exemple, elle travaillait sur un projet pour l'Ukraine, pour l'Europe de l'Est et pour l'architecture de sécurité américaine. En fait, elle travaille sur ce projet depuis le début de sa carrière. Et son mari aussi. Son mari est lui aussi un grand théoricien et influenceur néoconservateur. Donc c'est un cycle très long. Et ces présidents, on les prend juste comme de petites décorations de jardin, on les pose là, peu importe ce qu'ils ont dit pour être élus ou à quel parti ils appartiennent. Bien sûr, on sait qu'il y a une entité qui les possède, dans le sens des donateurs sionistes, pro-sionistes, pro-Israël. Autrefois, ces donateurs donnaient plutôt aux démocrates. Ils ont toujours donné aux deux partis, toujours. Mais les démocrates étaient un peu plus favorisés parce que les juifs américains avaient tendance à voter démocrate. Donc ça se comprenait, je suppose. Aujourd'hui, ils continuent souvent à donner aux deux partis, je pense de manière assez équilibrée, mais l'accent est mis sur les républicains.
surtout parce qu'ils ont ce lien avec le mouvement sioniste chrétien, que l'État d'Israël a tout fait pour encourager et développer dès le départ. Enfin, je ne sais pas trop. La majorité morale sous Ronald Reagan. Donc ce sont des projets sur le très long terme. Oui, des projets de long terme. Et le président, dans tout ça, il reste souvent assis, impuissant. On pourrait dire, il a les mains liées. Et on se souvient, vous savez, quand Biden a retiré les troupes d'Afghanistan, c'était un vrai désastre. On se disait, mais vous n'aviez même pas prévu ça? Et maintenant, quand on regarde la façon dont notre armée agit au Moyen-Orient, je ne suis pas sûre que ce soit encore un problème purement politique. Franchement, j'étais contente de blâmer Biden, mais je me dis que c'est peut-être surtout notre armée. Elle n'est clairement pas à son meilleur niveau. C'est une armée en déclin, très bureaucratique, très politisée. C'est tout à fait possible que des gens dans l'armée n'aient pas voulu quitter l'Afghanistan, allez savoir. Entre les profits qu'ils tiraient illégalement et le prestige qu'ils gagnaient en dirigeant, vous voyez, en gérant l'Afghanistan, ils n'avaient peut-être pas envie de partir. Donc, ils ont résisté à Biden. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je ne rejette pas toute la faute sur Biden. La planification de ce retrait avait commencé pendant le premier mandat de Trump, parce que Trump avait dit qu'il fallait ramener les troupes à la maison. Il avait aussi essayé de retirer des troupes de Syrie, et à ce moment-là, en 2019-2020, l'armée s'était opposée à ce que Trump retire les troupes de Syrie. Ils lui ont donc menti à ce sujet. L'armée, cette armée politisée, prend maintenant ses propres décisions sur ce qu'elle veut faire. Bref, quoi de somme un homme décédé de cette dose. Vous avez une armée incompétente qui a une très haute opinion d'elle-même et qui nourrit des ambitions politiques. Franchement, c'est pas ce qu'on veut. Je connais tellement de gens qui veulent que le monde aille mieux. Ils veulent que l'Amérique aille mieux. Et ils disent, pourquoi l'armée ne prendrait-elle pas simplement le pouvoir? Vous entendez peut-être ça au Texas, je sais pas. Mais bien sûr, c'est complètement fantaisiste. C'est une illusion totale. D'abord, l'armée fait partie du problème, d'accord? Le haut commandement en est une grande partie. Ensuite, ils n'ont pas l'organisation, ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas le courage, ou plutôt, disons, ils n'ont pas les tripes. Ils n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour faire quelque chose comme ça. Et s'ils essayaient vraiment de prendre le contrôle des États-Unis, ils n'auraient aucune idée de comment les diriger. Ils sont très contents de faire exactement ce qu'ils font déjà, c'est-à-dire de faire partie de l'État profond. Et franchement, je pense que la plupart de nos dirigeants militaires en font partie, parce qu'on a eu très peu de généraux qui ont démissionné, quelques-uns ont été renvoyés, et même ceux qui s'opposent à Trump, je parle ici en particulier de l'Iran et de certaines missions impossibles qu'on confie à l'armée, eh bien, personne dans l'armée n'a le courage d'expliquer à M. Trump qui n'a jamais servi et ne connaît rien aux opérations militaires, à part ce qu'il a vu à la télé. Personne n'a le cran de lui dire les choses en face, de se faire virer et d'assumer. Et puis, il n'y a plus personne. Qui est le type juste derrière lui? Ce gars-là, il n'a rien. Le suivant, lui, il dira oui, monsieur, tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça que des gens se font tuer. Et c'est comme ça que l'Amérique, que notre déclin s'accélère, quand c'est ça qu'on a. C'est vraiment inquiétant. Je veux dire, je ne suis pas anti-militaire, mais ce qu'on a aujourd'hui, ça ne marche pas. Et ce n'est pas seulement une question de coût, c'est une partie du problème en ce moment. On a construit tout ça sur 35 ans. Donc oui, clairement, c'est pas qu'un président est bon et tous les autres sont mauvais. Non, ils sont tous mauvais. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Je pense que la guerre en Iran est clairement devenue un tournant. Avant cette guerre, on parlait déjà de ces sujets.
mais la défaite en Iran de l'administration Trump a vraiment mis en lumière les faiblesses et même une sorte de dégradation de la position morale. Vous savez, bombarder des écolières dès le premier jour. Et on m'a dit que les frappes initiales avaient été très bien planifiées. Alors dire qu'un missile Tomahawk qui touche une école, c'est juste une erreur. On ne connaît pas encore les résultats de l'enquête, mais enfin, je pense que n'importe qui, en ouvrant les yeux, peut voir ce qu'il en est. Oui, on est au courant de ça. T'as raison, c'était planifié et ciblé, surtout au tout début, parce qu'ils pensaient que ce serait terminé en 3 jours. Donc évidemment, ils y ont beaucoup réfléchi. Mais ensuite, quand ils ont frappé Manbij, quand ces porte-avions de la Navy ont envoyé leur Tomahawk, tu vois, les Tomahawks, ces engins sont contrôlés, eh bien, le Tomahawk touche Manbij. C'était clairement une double frappe. Et j'ai lu à certains endroits qu'un 3e Tomahawk serait arrivé ensuite. Et ça, c'était après, avec visibilité, avec contrôle en ligne directe. Donc ils savaient exactement ce qui se passait. Et ils ont agi exactement comme Israël le fait à Gaza, au Sud-Liban et en Cisjordanie. Bombarder d'abord, puis laisser venir les secours, dans ce cas, des parents et des enseignants, pour essayer d'aider, et ensuite les frapper à nouveau. Donc, c'est un peu comme une double frappe. Mais j'ai entendu dire que c'était en fait une triple frappe. Alors, si c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas si c'est une double ou une triple frappe, franchement, c'est le moindre de nos soucis. Tout ça, c'était planifié. Et on peut dire, bon, c'est pas nous, c'est l'intelligence artificielle qui l'a fait. D'accord, très bien. Ou encore, ce n'est pas nous, ce sont les Israéliens qui l'ont planifié, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. On n'avait pas vraiment vu venir ce qui allait se passer, on ne savait pas que ça allait arriver parce que les Israéliens contrôlaient notre liste de cibles. Et c'est comme ça qu'ils opèrent. Donc ils n'ont peut-être pas compris qu'on ne serait pas ravis de tuer des enfants dès le premier jour. Cette partie-là, elle est compliquée. Comment tu expliques ça? C'est compliqué, oui. Mais ce qu'on a fait, ça, c'est pas compliqué. C'était une frappe ciblée sur une école parce que vous savez qui étaient ces enfants? Les enfants d'officiers du corps des gardiens de la Révolution et d'officiers de l'armée régulière, des parents militaires. Parce qu'en partie, enfin, on se bat de plus en plus comme les Israéliens, mais une partie de leur manière de combattre, c'est aussi une guerre psychologique en plus de tout le reste. Vous savez, quand on tue un enfant, on affaiblit la volonté de ses parents de se battre. Ça peut les rendre plus en colère, bien sûr, mais on les touche aussi d'une façon qui les détruit. On détruit leur âme, en plus de leur corps, en plus de leur maison. Et c'est une manière de faire la guerre profondément inhumaine. C'est exactement comme ça que les Israéliens procèdent, parce qu'ils ne voient pas leurs ennemis comme des êtres humains. Et ça, c'est le sionisme. C'est l'idéologie sioniste ethno-suprémaciste. Et c'est un vrai problème pour eux. Voilà. Mais ce n'est pas vraiment la vision américaine, n'est-ce pas? On se fait aspirer là-dedans. Ce n'est pas seulement une question de notre armée, c'est aussi le résultat de tendances de long terme, de ce qu'on a fait. On est en train d'adopter la culture de guerre qu'a Israël, une culture qui n'est même pas soutenable pour Israël lui-même. Et on l'adopte sans consentement, sans débat, on fait comme eux maintenant. Mais notre culture est très différente. En Amérique, on a une culture multiethnique, multireligieuse. On partage des valeurs fondées sur la valeur de la vie humaine. L'individu, même le plus pauvre des enfants, vaut autant qu'un autre né, disons, dans la région la plus riche du pays. Ils sont égaux. Cette idée d'égalité, on ne la met pas toujours en pratique, mais c'est un idéal auquel on tient. Et ce qu'on constate quand on se bat comme Israël, c'est qu'on est en train de détruire notre propre pays et aussi de détruire notre armée, parce que nos soldats, eux, ne peuvent pas supporter ça. Et vous en entendrez davantage quand nos gars seront de retour, quand ils auront fini leur silence
sur les réseaux sociaux et Internet, parce que là-bas, sur le terrain, ils n'ont pas le droit de raconter grand-chose quand ils reviendront et qu'ils parleront de ce qu'ils ont vu pendant cette guerre avec l'Iran. Pas vraiment contre les Iraniens, parce qu'on n'est pas vraiment présent au sol, sauf cette fois à Istanbul. Vous savez, ça ne s'est pas très bien passé, mais en général, on n'aura pas de récit de bataille du genre on a partagé une cigarette à travers la ligne de front avec les Iraniens. Ce qu'on aura en revanche, ce sont des témoignages sur un leadership extrêmement faible à tous les niveaux de notre armée, sur des actes de corruption, de la politisation et de la désobéissance aux ordres. Vous savez, il y a peut-être même probablement beaucoup de crimes qui sont commis en ce moment, au moins des crimes de type militaire, des choses comme l'indiscipline, tout ça. Et tout ça finira par ressortir une fois que ce sera terminé. On peut le prévoir, on peut en être sûr. Notre armée a été complètement et même psychologiquement dégradée par ce qu'on lui a demandé de faire. Pas seulement depuis 35 ans, mais surtout avec l'Iran qui n'a rien fait. C'est une guerre illégale. Je veux dire, au moins George W. Bush avait essayé d'inventer une grande histoire avec tous ses copains néoconservateurs du New York Times et du Post pour justifier ça, et ils ont travaillé cette histoire. Quand j'étais dans l'armée, j'ai vu comment on faisait de la propagande sur l'Amérique, j'en ai parlé. Je ne sais pas si on peut dire que j'étais un lanceur d'alerte, mais j'ai partagé ce que j'avais vu vers la fin de mon service actif, puis bien sûr après. Ce qu'on voyait, c'était des informations classifiées, des morceaux choisis, des extraits secrets ou top secrets réservés à nous, les militaires, et ensuite je retrouvais exactement les mêmes informations, mot pour mot, dans le New York Times, sorties de leur contexte, y compris, et c'est important, des informations qui avaient été démenties au Pentagone, ou par la DIA, ou encore par la CIA. Alors on disait, ce rapport est arrivé, on a vérifié, ça s'est pas produit. C'était clairement monté de toutes pièces, ou peu importe. Mais ensuite, avec un air très officiel, on le voyait dans le New York Times. Qui fait ça? Eh bien, il y a tout un réseau de gens qui adorent la guerre. À l'époque, les néoconservateurs en faisaient largement partie. Mais cette fois, Trump ne s'en est pas mêlé. Il n'a pas cherché à faire de la propagande, ni à manipuler le pays pour le pousser vers cette guerre. Et c'est là son erreur. Ou peut-être qu'il est malin, parce qu'on ne peut plus faire de propagande auprès des jeunes. Ils sont trop cyniques, ils ont déjà tout vu, ils savent trop de choses. Encore un signe, oui, de la fin d'un empire. Karen, peut-être une dernière question. Terminons en parlant rapidement des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis ont attaqué un port iranien et plusieurs sites le 25 mai, rompant de fait le cessez-le-feu alors que les négociations étaient très tendues. Et Trump, bien sûr, a affirmé que c'était, je cite, de la légitime défense, tandis que le commandement central américain a précisé que les cibles comprenaient des sites de lancement de missiles et des bateaux iraniens. Dans le même temps, on sait qu'Israël frappe le Liban, détruisant ville après ville. Comment voyez-vous les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran en ce moment? Et selon vous, Trump cherche-t-il vraiment une porte de sortie ou est-ce simplement un nouvel épisode du même jeu habituel? Oui, enfin, c'est un peu un autre épisode. Je veux dire, je pense que Trump aimerait bien une porte de sortie, mais toutes celles qu'on lui a proposées, et il y en a eu beaucoup, eh bien, elles ne lui conviennent pas. Parce que, vous savez, c'est l'Iran qui a les cartes en main. Et ce que l'Iran veut vraiment, puisque nous les avons attaqués à tort, c'est simplement des choses que n'importe quel pays voudrait. Donc, c'est difficile de contester la plupart des arguments que l'Iran avance depuis le tout début. Je pense qu'il y a eu quelques ajustements, mais le fond du message est resté très cohérent du côté iranien. Ils ont beaucoup réfléchi à leur position, ils l'ont adaptée au fil du temps. Et ça, c'est clairement une volonté de participer au processus diplomatique
Et c'est bien ce qu'ils font. Nous, de notre côté, on ne fait pas ça. D'accord. D'abord, on n'a même pas de négociateurs. Kushner et Witkoff sont toujours en poste. Et ça, pour moi, c'est sidérant parce qu'ils sont tellement incompétents et tellement biaisés. Franchement, on dirait qu'ils travaillent pour Netanyahou, tous les deux. Alors Witkoff, enfin Kushner, lui, connaît la région, il connaît les acteurs parce qu'il a gagné beaucoup d'argent aux Émirats arabes unis. C'est un homme d'affaires, un vrai négociateur, donc il connaît certaines personnes, peut-être qu'ils ont une idée de la culture à la rigueur, mais Witkoff, lui, c'est juste un ami de Trump dans l'immobilier et un sioniste. Voilà ses qualifications. Donc, on n'a pas remplacé ces types-là. Je me souviens que la dernière fois qu'ils ont organisé une rencontre en personne au Pakistan, on disait que l'équipe de Téhéran était arrivée avec, pour chaque point, des recherches énormes. Ils avaient tout préparé, ils avaient leurs experts, tout le monde était prêt à discuter. Et du côté américain, ils étaient 300, mais aucun n'avait rien avec lui. C'était juste des figurants inutiles. Et puis, il y avait Witkoff, qui ne savait rien, Jared Kushner, qui en savait très peu, et Vance, pareil, très peu. Et Vance, lui, n'arrivait même pas à prendre une décision. Il devait parler à Trump 10 ou 15 fois, appeler Netanyahou je ne sais combien de fois, et au final, ils n'ont rien accompli. Alors ça, franchement, c'est même pas de la diplomatie. C'est pas une négociation, ce n'est même pas un jeu, c'est une mise en scène. Et une très mauvaise en plus. Donc non, on n'a pas négocié. Et Trump continue de dire « Ah, il y a une négociation, tout se passe bien, on aime bien ces gens-là, on a éliminé les méchants, puis on a éliminé la deuxième vague de méchants. » Mais ce nouveau groupe, eux, ils sont vraiment bien. C'est complètement fou, parce que ce sont exactement les mêmes personnes, juste un peu plus radicales. À chaque fois, regardez le nouveau guide suprême. On a tué son père, on a tué je crois sa femme, ou peut-être une nièce ou un neveu. En fait, on est en train de créer des gens encore moins enclins à négocier avec nous. Donc non, on n'essaie même pas de négocier. Trump veut une porte de sortie uniquement parce que les prix de l'essence sont tellement élevés qu'il craint une lourde défaite en novembre lors des élections. Et il voit bien ces chiffres d'impopularité. C'est aujourd'hui le président le plus impopulaire de l'histoire. Depuis qu'on fait des sondages, jamais aucun président n'a eu de tels chiffres. Il est numéro 1, ou peu importe comment on le dit, mais c'est le plus impopulaire. Et il en est conscient. Il a des amis en Europe qu'on a déjà torturés et humiliés à maintes reprises à cause de la façon dont il les traite. Et eux, ils n'ont pas les moyens de payer le pétrole et le gaz qu'on les force à acheter chez nous. Pour eux, c'est un vrai problème. Alors, ils se plaignent. La Chine et la Russie n'en ont pas besoin. Enfin, la Chine en a besoin, mais pas vraiment, parce qu'elle a ses propres moyens de travailler avec l'Iran. Mais c'est le monde entier qui souffre, surtout le Sud global. Et on n'a même pas encore vu le pire. Je pense que Trump a entendu parler de ça, je ne peux pas en être sûre. Vous savez, il n'écoute pas vraiment ses services de renseignement. Mais je crois qu'il a compris que les prix des denrées alimentaires allaient augmenter. Ça va juste prendre un peu plus de temps, mais ensuite ils resteront élevés. Ils resteront hauts beaucoup plus longtemps. Et puis, les coûts des engrais, la productivité des agriculteurs américains et européens, tout ça va baisser. Tout ça est lié parce que Trump voulait faire ce que Netanyahou voulait qu'il fasse. Parce que Netanyahou l'aime vraiment bien et qu'il le remercie pour ça. Alors que les Américains, eux, non. Vous savez, il disait l'autre jour qu'il avait 99% de popularité en Israël. Donc, du côté américain, il n'y a aucune volonté sérieuse de faire quoi que ce soit. Maintenant, la seule chose qui pourrait en sortir de positif, c'est que Trump pourrait simplement décider de retirer les troupes, déclarer que c'est une victoire et partir. Il en a le pouvoir.
Cette fois, je ne pense pas que l'armée s'y opposerait parce qu'elle a déjà pris de sacrés coups et qu'elle est déployée depuis tellement longtemps qu'elle n'est plus du tout en état de se battre. Mais le problème, évidemment, comme toujours, c'est Israël. Alors Trump parle de paix, il dit qu'on va mettre fin à tout ça parce qu'il s'adresse à l'Europe, à la Chine, au monde entier. Et puis juste avant de prendre sa décision, il appelle Netanyahou, ou c'est Netanyahou qui l'appelle, comme c'était le cas plus récemment. Et là, Netanyahou lui dit « Tu ne peux pas partir parce que je n'ai pas fini au Sud-Liban. » Enfin, je devrais arrêter de dire Sud-Liban. Je pense qu'il vise tout le Liban. Donc, il n'a pas encore fini avec le Liban. Et puis, ils n'ont pas encore tué tous les Gazaouis. Ils y travaillent. Ils devraient être morts bientôt. Mais on ne l'a pas encore. Donc, il faut que tu restes là. Et M. Trump, nous contrôlons le Congrès. Nous te contrôlons, toi aussi. On t'a mis au pouvoir avec l'argent de Myriam Adelson et de plusieurs autres personnes. Tu travailles pour nous, et si tu penses que ce n'est pas le cas, on a des choses compromettantes sur toi. Je suis sûre qu'il y a du chantage là-dedans. Trump n'est pas quelqu'un de parfait, loin de là. Les démocrates sont complètement obsédés par lui, parce que c'est un type détestable, avec un passé très douteux. Mais c'est vrai, il a fait des choses dont il a honte et il ne veut pas qu'elles soient révélées. Il se soucie de son héritage et Israël détient cet héritage au creux de sa main. Quand Trump parle à Israël, il se rend compte que bon, ils ne vont pas le laisser partir. Ils ne vont pas le laisser partir. Donc il se dit, eh bien, pas de paix alors, on reste. Et je pense que ce que Trump va faire, d'autres l'ont déjà dit, mais je le prédis aussi parce que j'ai un mauvais pressentiment, c'est qu'il va attendre la fin du Hajj, qui sera samedi, je crois. La plupart des pèlerins seront rentrés chez eux, hors d'Arabie Saoudite. Et il restera environ 2 semaines avant le début de la Coupe du Monde de la FIFA. Et je pense qu'il va tout balancer, tout ce qu'il estime pouvoir faire, sur les cibles qu'il voudra frapper. Et il frappera sans doute des cibles d'infrastructures. Et bien sûr, l'Iran réagira. On verra des stations de purification d'eau toucher beaucoup de dégâts. Puis, quand Trump sera à court d'armes, probablement au bout de 3 jours, comme il l'avait imaginé la première fois, il dira « Ah, ils nous ont appelés, ils nous ont supplié d'arrêter, et on va conclure l'accord. » Et cet accord sera exactement celui que l'Iran proposait depuis le premier jour, avec juste quelques détails mineurs. Ils contrôleront le détroit. Ils géreront Oman. L'autorité du détroit, avec Oman et l'Iran, administrera le passage. C'est ce qui se passera. Le blocus sera levé et le pétrole recommencera à circuler. On devra probablement débloquer certains avoirs. Si on ne les débloque pas, la guerre continue. Mais je pense qu'il finira par le faire. Il y aura ces gestes qu'il fera, parce qu'on ne peut plus soutenir la guerre très longtemps, on ne peut pas se battre pendant l'été. Donc il n'a que cette période-là. Mais en fait, je parle de 2 choses à la fois. L'échec de la diplomatie, et puis Trump, qui fait tout ce qu'il peut pour épuiser le reste de notre armée, nuire à l'Iran et faire plaisir à Netanyahou. Et je pense que c'est pour ça qu'on a vu Netanyahou, juste le week-end dernier ou peu importe, le gouvernement israélien dire « Nous devons maintenant détruire 10 bâtiments pour chaque attaque de drone. » Il faut être clair, on a déjà prévenu le Liban. On a déjà dit au Sud-Liban « Vous allez ressembler à Gaza. » Partout où ils frappent, ils transforment tout en Gaza. Ils rasent des villes vieilles de 1000 ans. Ils ordonnent à toute la population de partir. Et si vous ne partez pas, ils tirent sur les hommes, les femmes et les enfants. Et ensuite, quand les secouristes arrivent pour vous aider, ils leur tirent dessus aussi, exactement comme à Gaza. Et les journalistes, eux, on les vise en premier. Donc oui, ils accélèrent parce qu'ils savent qu'il leur reste probablement 3 semaines de couverture américaine.
Et je pense qu'il nous reste environ 3 semaines avec nos porte-avions avant que les gars ne finissent par dire « Écoutez, on ne peut plus entretenir ces navires. Ils ont besoin de réparation, de ravitaillement, et les équipages ont besoin de repos, de détente. On ne peut pas garder les gens dans cette attente permanente, indéfiniment. C'est pas comme ça qu'on utilise une armée. » Donc, d'ici 3 semaines, à mon avis, ce sera terminé. Mais ce ne sera pas fini, parce que Israël sera encore en position de force, du moins sur place, jusqu'à ce que la nouvelle architecture de sécurité entre vraiment en jeu. Et ce sera une architecture de sécurité régionale, et je pense que ce sera la seule chose capable de freiner Israël. Et je pense que... Enfin, je connais Tucker Carlson et son entourage parce que beaucoup de gens conservateurs, partisans de l'America First, ont été très contrariés par la défaite de Thomas Massie face à un candidat pro-israélien. Ils étaient en colère parce qu'on va perdre Thomas Massie. Mais ce que Carlson a dit, et d'autres le disent aussi, c'est que cette défaite sera en réalité une victoire à la Pyrrhus pour l'AIPAC et pour le camp pro-israélien. Parce que maintenant, tout le monde voit au grand jour comment il fonctionne et qu'il se moque complètement de la démocratie. Ce qui est assez ironique, puisque nous sommes censés être le phare de la démocratie. Mais en vérité, notre gouvernement ne se soucie pas de la démocratie et Israël, lui, ne peut tout simplement pas la tolérer. Non, je pense que l'Iran doit rester prêt. Et d'ailleurs, il l'est. Ils ne m'écoutent pas. Ils n'ont pas besoin que je leur dise ça. Ils savent très bien à quoi ils ont affaire. Vous savez, on ne peut pas leur faire confiance. Mais Trump, lui, l'armée ne peut pas tenir encore très longtemps, vous voyez. Donc je pense que d'ici 3 semaines, il va attendre le week-end prochain et puis à un moment après ça, il va lancer 3 jours de bombardement. Et ce sera très spectaculaire. Ou du moins ça en aura l'air parce que Trump dira « J'ai tout anéanti », comme il l'avait dit en juin il y a 1 an, et ensuite les troupes devront rentrer et nous, on ne retournera pas dans ces bases du Golfe. Vous savez, toutes ces bases militaires qu'on a forcées ou qu'on a montées avec les Qataris, les Bahreïnis, les Saoudiens, construisez-nous cette belle base, construisez-nous de belles bases, achetez notre matériel, payez-nous un supplément et on installera notre armée chez vous. Comme ça, vous serez protégés. On n'a rien fait de tout ça. Alors, ils ont compris la leçon. Ils savent maintenant qu'on n'est pas digne de confiance. Encore une fois, une nouvelle architecture de sécurité est en train d'émerger sur les ruines de celle qu'on est en train d'abandonner, en fait. On ne peut plus la maintenir. Ça n'a jamais vraiment marché. Et maintenant, la vérité éclate. C'est donc un moment de changement. Et moi, je trouve ça... Oui, c'est excitant. Absolument. C'est à peu près le plus optimiste que je puisse être. Je pense qu'un changement arrive. Non, vraiment, terminer cette conversation sur une note positive, c'est exactement ce qu'il nous faut. Lieutenant-colonel Karen Kwiatkowski, un grand merci pour cet échange. C'est toujours un vrai plaisir de vous recevoir et je recommande vivement à tous nos auditeurs d'aller découvrir votre page sur Substack. C'est une lecture incontournable. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'est merci pour ces mots gentils, vraiment.